AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Barbara Nicoloso, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques mois, au début du printemps, quand les organisateurs du Congrès du gaz m'ont cordialement invité à intervenir aujourd'hui, le sujet de la sobriété n'avait pas explosé tel que ça l'est aujourd'hui. Donc voilà, depuis cet été, le mot sobriété est dans tous les médias et sur toutes les lèvres. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose sur cette brève intervention, c'est de revenir sur ce concept de sobriété pour vraiment voir ce que ça veut dire et faire aussi le constat que nous sommes passés en quelques semaines de l'urgence de la sobriété, c'est-à-dire qu'on avait toute une série de scénarios de prospective, que ce soit l'ADEME, RTE, Négawatt, le rapport du GIEC, mais aussi le rapport Meadows, il y a 50 ans, qui nous invitait à passer à des modes de vie beaucoup plus sobres pour respecter les limites planétaires et également réduire les inégalités sociales. Et en quelques semaines, on est passé de cette urgence de la sobriété à la sobriété d'urgence qui nous est indispensable pour pouvoir réussir à passer l'hiver, mais aussi très certainement les hivers suivants. La sobriété, ça nous oblige à nous interroger sur nos modes de vie, sur notre rapport à l'énergie, à faire la distinction entre ce qui est nécessaire, ce qui est superflu. C'est un exercice que beaucoup d'associations qui travaillent sur ces questions énergétiques depuis des années mènent. C'est le cas de l'association Virage Énergie, c'est le cas également de nos camarades de Négawatt. Et avec la sobriété, on va vraiment se demander ce qui est nécessaire pour vivre dignement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, et comment une contrainte énergétique pèse en fait sur notre modèle de société et sur nos modes de vie. Et la sobriété, en fait, va nous demander de rééquilibrer en fait nos consommations pour être ni dans le manque ni dans l'excès. Et donc derrière cette sobriété, on a aussi cette notion de justice sociale qui est extrêmement importante. On n'est pas juste là pour faire des économies d'énergie, on est aussi là pour arriver à avoir une société qui fonctionne correctement. On ne peut pas parler de sobriété sans parler d'ébriété. Alors je sais que l'ébriété énergétique a beaucoup de contradicteurs, mais il faut faire le constat qu'on est dépendant à l'énergie. Alors ça peut paraître être impensif, mais nos sociétés ne fonctionnent pas sans énergie et à l'heure actuelle ne fonctionnent pas sans énergie carbonée. On est totalement dépendant à ces ressources-là. Il y a également une déconnexion physique et matérielle aussi à notre rapport à l'énergie. On voit très peu les infrastructures, notamment du fait qu'on soit dans un modèle carboné où les tuyaux sont soit enfouis, soit à la limite vous voyez un petit peu d'essence quand vous faites votre plein et vous appuyez sur l'interrupteur de la lumière, mais vous ne voyez pas matériellement cette énergie. Ce qui crée aussi des imaginaires qui sont totalement déconnectés de cette réalité, qui est presque de l'ordre de l'immatériel, du magique, et qui fait qu'on a cette sensation de gratuité, d'infini, de disponibilité de l'énergie, ce qui est totalement faux et ce que la situation actuelle nous rappelle. Cette petite image humoristique que vous avez déjà sans doute voir, d'aberration énergétique de la salle de sport à laquelle on accède en escalator. Bien sûr, c'est aux États-Unis. J'aurais pu prendre d'autres exemples en France, la publicité numérique, la climatisation des stades au Qatar, par exemple. Il y a plein d'exemples. Et donc, la sobriété va aussi nous amener à justement faire ce rééquilibrage entre le trop et le trop peu et arriver à une juste satisfaction en fait de nos besoins énergétiques avec la bonne quantité d'énergie pour vraiment sortir de cette situation d'ébriété et de surconsommation qui a des impacts économiques, sociaux et environnementaux qui sont totalement insoutenables. Qu'est-ce qu'on met derrière la sobriété ? Alors, je l'ai dit, on ne met pas uniquement des économies d'énergie. Nous, à Virage Énergie, on y met aussi un projet de société. C'est-à-dire que via la sobriété, on va réinterroger nos normes, nos réglementations, nos valeurs, nos systèmes d'une manière générale, nos systèmes socio-techniques. Parce que vous savez qu'en tant qu'individu, on vit dans des sociétés qui sont régies par un certain nombre de normes, que ce soit l'aménagement du territoire, le temps de travail, le système économique et financier, l'organisation du temps, le rapport à la vitesse, à la technique, qui vont avoir un impact sur nous en tant qu'individus et du coup sur la façon dont on va consommer l'énergie, mais les ressources naturelles d'une manière générale. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de réinterroger la société d'un point de vue systémique, c'est-à-dire vraiment identifier tous les endroits où on consomme de l'énergie et essayer de voir comment on peut faire pour passer d'un modèle d'ébriété à un modèle de sobriété.
Donc ça passe par le recours à la suffisance matérielle, à une relocalisation. Le rapport au territoire est extrêmement important. On peut avoir des cadres nationaux qui posent des grandes mesures de sobriété, mais je pense qu'il est clair qu'on ne fait pas de la sobriété de la même manière dans le 15e arrondissement de Paris qu'au fin fond de l'Ardèche. Et donc, il y a un besoin aussi de sur-mesure, en fait, de cette sobriété, puisque les réalités géographiques, topographiques, socio-économiques ne sont pas les mêmes partout en France. Donc, il y a un besoin aussi de le relocaliser et de définir ces mesures de sobriété au plus proche des territoires. On interroge la question du travail, ça j'en ai parlé, la question de la propriété, toutes les questions de mutualisation, d'économie de la fonctionnalité, d'économie circulaire aussi, qui viennent remettre en question le modèle de société de consommation et d'obsolescence programmée aussi de beaucoup d'artefacts qu'on a dans nos vies au quotidien. Le rapport à la vitesse, qui est le rapport à la mobilité qui va très vite, mais aussi le rapport au numérique. Plus les sociétés vont vite, plus elles sont aussi consommatrices d'énergie. Donc il y a aussi un enjeu à se poser cette question-là de la vitesse à laquelle va notre société et à laquelle vont nos vies. Et la crise sanitaire du Covid nous a montré que parfois ralentir, ça fait aussi du bien. Et puis finalement, notre rapport à la nature, qui est aussi extrêmement important. Là, plutôt peut-être plus sur un aspect philosophique, mais qui aussi doit entrer en ligne de mire quand on parle des questions de transition énergétique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la sobriété? Alors, nous, à Virage Énergie, on accompagne surtout des collectivités territoriales dans leur mise en place de plans de sobriété. Alors, on fait ça depuis plusieurs années. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la sobriété, elle nécessite d'être transversale et d'être cohérente. C'est-à-dire, quand on parle de sobriété à une collectivité, ça ne va pas uniquement toucher au bâtiment. Il faut aussi que ça aille infuser dans les politiques agricoles et alimentaires, dans les politiques de gestion des déchets, de mobilité, d'aménagement du territoire, pour avoir vraiment cette vision systémique de la façon dont fonctionne un territoire et de la façon dont des politiques publiques de sobriété peuvent être mises en place. Donc, vous voyez sur les slides, il y a énormément de leviers. Je ne vais pas ici tous les citer. Mais en gros, nous, ce qu'on porte comme message, c'est de dire que l'énergie et le climat ne doivent pas être des sujets uniquement traités par les élus en charge de ces thématiques. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de beaucoup plus partagé, de beaucoup plus transversal, pour vraiment faire de la sobriété une boussole de l'élaboration des politiques publiques. Et on voit bien que la situation énergétique actuelle nous amène aussi à l'élaboration de ces politiques-là, qui par ailleurs permettent de faire toute une série de co-bénéfices. Alors le premier est bien sûr un co-bénéfice économique, puisque l'énergie qui n'est pas consommée est celle qui coûte le moins cher. Et pour un grand nombre de communes et d'intercommunalités, aujourd'hui, c'est vraiment plus que nécessaire de faire des économies financières, puisque les factures énergétiques explosent. Également des co-bénéfices d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental. On améliore la qualité de vie, le cadre de vie des populations, et puis également des co-bénéfices économiques. Et là, je vous renvoie aux travaux notamment de Negawatt. La sobriété est créatrice d'emplois. Ce qu'il faut également avoir en tête, et là ça va vous parler, et c'est vraiment le lien avec la sobriété d'urgence dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que la sobriété donc, doit être un projet de société et doit être pensé et planifié sur le moyen terme et le long terme, mais c'est aussi un amortisseur des crises énergétiques. On a un exemple, pas très loin dans l'histoire, des chocs pétroliers des années 70, où là, en quelques jours, quelques semaines, des politiques massives de sobriété ont été mises en place. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo de ces enfants qui font du vélo sur l'autoroute. Ça a été pris aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, donc lors notamment du deuxième choc pétrolier en 78, une des mesures qui avait été mise en place était les dimanches sans voiture. Donc on a comme ça dans les archives énormément d'images de Hollandais qui se réapproprient ces espaces routiers. Ça a notamment derrière permis de relancer l'usage du vélo aux Pays-Bas. Et c'est des politiques qui ont été mises aussi en place par d'autres pays à l'époque, donc l'Allemagne, la Belgique. Parmi d'autres mesures de sobriété d'urgence qui pourraient peut-être nous inspirer aujourd'hui, donc au Royaume-Uni était mis en place la semaine des 3 jours. Donc les entreprises fonctionnaient 3 jours et tournaient les unes à la suite des autres. Les restaurants étaient obligés d'avoir une température à 17 degrés. Donc là aussi, pour des questions de justice sociale, il paraissait normal que les températures soient plus basse dans les restaurants, en partant du principe que les gens qui vont au restaurant sont des gens qui ont des moyens. Et puis des coupures d'électricité avaient lieu tous les jours, mais étaient annoncées à la population. Et de cette manière-là, les Pays-Bas ont réussi, en l'espace d'un mois, à baisser leur consommation d'énergie de 40%.
Et ce qu'on peut retenir aussi de ces exemples-là, hein, c'est qu'à l'époque, alors l'impopularité de ces mesures-là n'a pas été reportée sur les gouvernements, mais sur les causes des pénuries, donc en l'occurrence sur l'OPEP. Et en Angleterre, hein, c'est également sur les syndicats de mineurs qui avaient décidé de se mettre en grève aussi au moment de ces ruptures d'approvisionnement énergétique. Donc voilà, il y a des exemples comme ça dans l'histoire qui peuvent aujourd'hui nous inspirer. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en France, on a aussi connu ces chocs pétroliers dans les années 78 avec notamment la création de l'Agence pour les économies d'énergie, l'ancêtre de l'ADEME, des grandes campagnes de communication sur les économies d'énergie. Vous vous souvenez peut-être de ces timbres, économie d'énergie. Donc quoi de plus démocratique que le support du timbre. Alors je sais que le timbre est en train de disparaître, mais voilà, vu de 2022, ça peut paraître anecdotique, mais ça dit quand même quelque chose de l'ampleur de la campagne de communication de l'époque. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour que ces mesures soient acceptées, il faut qu'elles soient visibles, justes et équitables, mais également qu'il y ait une forme de confiance vis-à-vis des autorités. Quand on parle de sobriété, alors très souvent, on nous renvoie que la sobriété serait liberticide. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des sociétés qui bougent beaucoup, où les normes évoluent. Et nous, ce qu'on aime bien en fait montrer comme exemple, c'est que notamment sur les politiques de sécurité routière et les politiques de santé, il y a des mesures qui ont été jugées liberticides à l'époque, qui ont été mises en place et qui aujourd'hui sont totalement incontestées. L'exemple de l'obligation du port de la ceinture de sécurité en 73, la mise en place de la limitation des vitesses sur route, qui étaient deux mesures qui, à l'époque, ont suscité beaucoup de réactions. Je vous invite à aller voir les archives de l'INA. Vous avez plein de vidéos de Français qui trouvent que c'est totalement scandaleux, inadmissible qu'on les oblige à porter la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, en 2022, plus personne ne remettrait ça en cause. Idem pour l'interdiction de fumer dans les espaces publics clos. Il n'y a encore pas très longtemps, on pouvait fumer dans les trains, dans les avions, dans les bars, dans les salles de concert. Aujourd'hui, plus personne n'oserait remettre ça en question. Et donc on peut se poser la question au regard des enjeux climatiques, des enjeux aussi sociaux, si la mise en place de politiques de sobriété qui, certes au début peuvent être un petit peu difficiles à accepter, ne sont pas nécessaires pour passer la crise énergétique, mais également pour répondre à l'urgence climatique. Alors tout ça, ça suppose d'associer la population, puisque bien sûr, si les choses sont imposées, c'est toujours beaucoup plus compliqué à faire passer. On a quelques exemples qui montrent qu'il y a une place pour la sobriété. Cet exemple, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été fait de cette instance-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le rapport des 150, la sobriété apparaît comme une évidence et il y a énormément de mesures de sobriété qui sont mises en avant. Et ce qui peut être rassurant, c'est que quand on prend 150 citoyens français lambda, qu'on les forme aux enjeux climatiques et énergétiques, ce qu'il en ressort, c'est que la sobriété est une évidence. Donc il y a aussi cet enjeu-là, je pense, de pédagogie à faire à l'ensemble de la population pour qu'on arrive au constat général que la sobriété est plus que nécessaire. Alors on a un certain nombre de convaincus ici et dans le secteur de la transition énergétique, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire auprès de nos concitoyens. Et il y a également un enjeu à construire des projets territoriaux de sobriété qui associent les populations locales. Il y a déjà des projets, je pense notamment aux monnaies locales qui permettent de relocaliser une petite partie du système économique. On pourrait tout à fait envisager des conseils citoyens de sobriété ou des instances de décision participative où on pourrait collectivement décider de ce qu'est la juste quantité d'énergie à consommer et à partir de là définir quelles sont les normes de sobriété ou non. Et puis enfin, je plaide pour un grand débat national sur le choix du mix énergétique français et également sur la demande de la consommation. C'est des débats qui sont extrêmement politiques, extrêmement sociaux et je pense qu'il est important qu'on les sorte de la sphère technique dans laquelle ils sont trop souvent cantonnés pour en faire des vrais sujets de débat public. Alors une fois qu'on a dit tout ça, ça rend pas la sobriété plus désirable. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on est à longueur de journée
biberonnés par des imaginaires qui sont très carbonés, des imaginaires de vitesse, des imaginaires de consommation. La publicité nous dit que consommer, c'est être heureux, consommer, c'est réussir socialement. Et donc, on a besoin de construire ces contre-récits de sobriété désirables qui vont totalement à contre-courant des grands récits actuels. Et ça suppose justement d'arriver à rendre la sobriété désirable. Et on peut la rendre désirable en montrant que la sobriété peut être justement synonyme de dignité, de réduction des inégalités sociales et également de prospérité. Et tout ça, on peut également le faire en s'appuyant sur des travaux de prospective, des travaux de modélisation qui peuvent montrer à quoi des futurs softs peut ressembler. Et je finirai mon intervention par cette campagne de publicité qui a été faite par Bruxelles Mobilité, donc qui est la régie de transport public de la ville de Bruxelles, qui a fait une grande campagne de promotion de la marche à pied, en reprenant et en détournant les codes traditionnels de la publicité, donc avec des couleurs très criardes, des slogans, donc découvrez les pieds, disponible 24 heures sur 24 en bas de vos chevilles, une technologie du passé pensée pour le futur. La ville de Genève a également fait le même type de campagne. Ça fait sourire, mais en même temps, ça amène à réfléchir. Et c'est typiquement le genre d'outil dont on a besoin à l'heure actuelle pour convaincre de la nécessité de la sobriété, mais aussi pour montrer que, de toute façon, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, au regard des enjeux de raréfaction des ressources et de l'urgence climatique, la sobriété s'imposera à nous. On a encore la chance d'avoir quelques années devant nous pour construire cette sobriété de manière commune, faire ce choix de la sobriété collectivement dans un cadre démocratique et partagé. Et donc, il faut ne pas hésiter à s'en saisir et à pouvoir mener comme ça un grand débat national avec l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile pour arriver à bâtir collectivement un projet de société sobre. Je vous remercie. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.